À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Des filles contraintes à l'abandon des classes de fête de grossesse subite, l'école béninoise en dénombre chaque année. Plus qu'un mal, le phénomène ne cesse d'étendre ses tentacules et aucune localité n'y échappe désormais, même pas les grandes villes. Pour la seule année scolaire 2016-2017, 2763 cas de grossesse ont été enregistrés, renseignent des statistiques du ministère des Enseignements secondaires. Inutile de rappeler les chiffres des années antérieures à donner le tournis. L'année scolaire 2017-2018, en cours d'achèvement avec ses grèves perlées, n'aura non plus fait exception au phénomène, en croire certaines indiscrétions. L'école exposerait-elle plutôt la jeune élève plus qu'elle ne la protège? La question, elle taraude bien d'esprit et pour toute réponse, l'État s'est engagé à donner des coups de pied dans la fourmilière à travers un certain nombre de mesures répressives suffisant pour impacter positivement l'émancipation de la jeune fille. Relève de demain des éléments d'appréciation avec nos invités, tous des éveilleurs de conscience, mais à divers niveaux de responsabilité. Ce sera autour du thème « Grossesse en milieu scolaire au Bénin, une plaie pour le système éducatif ou un drame social à combattre ». À ma gauche, Dr Maotondi Bokodaro, il est le président de l'ONG FEF, une ONG investie dans l'assistance aux filles mères, aux jeunes filles ainsi qu'aux adolescentes en situation de vulnérabilité. Leur préoccupation est aussi bien à la prévention qu'au soutien lorsque le drame survient. Docteur Marion Bokodaro, bonjour. Bonjour, Maotondi. Maotondi, oui, merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, Marcel Zoumeno, qui n'est plus à présenter, journaliste. Il est l'assistant du directeur de publication du quotidien béninois d'information, La Nouvelle Tribune. Oui, le quotidien absent depuis peu des kiosques pour des raisons que vous connaissez, dont le retour est attendu. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Comment se sent-on lorsqu'on vit une situation comme celle que vit La Nouvelle Tribune? J'avoue que c'est pénible. C'est très pénible pour d'abord le patron, le directeur de publication, et pour les agents aussi que nous sommes. Parce que quand vous êtes oisif, vous vous ennuyez. Et donc, depuis 2 semaines, quelques jours, j'ai compris qu'il faut travailler pour lutter contre l'oisiveté dans notre pays. Mais ceci dit, je voudrais passer par cette occasion pour inviter une fois encore le président de la HAC et les conseillers à vite revenir sur cette décision, à vite se voir pour revenir sur la décision. Vous savez que pour le moment, c'est eux qui peuvent nous aider à nous en sortir de cette situation. Et donc, je les invite à le faire pour sauver l'image de notre démocratie et pour sauver la pluralité médiatique qui est très important pour le jeu démocratique. Merci. Votre appel est entendu dans les oreilles qu'il faut, rassurez-vous. Oui, fini des campagnes de sensibilisation à l'emploi fini en milieu scolaire pour inviter à l'encadrement des jeunes filles, les aider à évoluer durant leur cursus scolaire, comme cela se doit. Désormais, il est question de punir toute personne reconnue auteur de grossesse en milieu scolaire. Et le ministère de l'enseignement secondaire n'entend pas y aller de main morte. Les faits sont déjà là et renseigne de la détermination de l'autorité à finir avec l'hydre. Chers invités, vous avez sans nul doute parcouru aussi cette note circulaire et ensuite les décisions qui ont suivi. Mais avant, dites, le phénomène de grossesse en milieu scolaire au niveau de l'ONG FEF, comment ceci s'apprécie-t-il? Merci, monsieur le journaliste, et bonjour à monsieur Zoumeno, que j'admire beaucoup. C'est un honneur d'être sur ce plateau avec vous. Vivement que la Nouvelle Tribune revienne. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, monsieur Yetondi, c'est un phénomène qui inquiète. Et nous sommes à l'avant-garde de ce combat depuis plusieurs années, parce que ce n'est pas concevable que l'école, qui est supposée sanctuaire, l'école qui est lieu de savoir, l'école qui en principe doit protéger la jeune fille, soit maintenant l'endroit où on assiste à toutes les dérives,
à tous les vices, l'endroit où la jeune fille se trouve, mettre son avenir en jeu et son avenir est totalement dégradé. Donc le phénomène est criard et ça prend de l'ampleur au jour le jour. C'est pour cela que depuis plus d'1 an, nous avons entrepris d'aller au combat de ce phénomène au sein de l'ONG-FIT, en agissant aussi bien dans la prévention, en sensibilisant dans les collèges, que dans le soutien, parce qu'une fois que la personne est déjà à terre, il faudrait bien la soutenir. La solution, ce n'est pas de l'enterrer. Donc nous assistons aussi ces jeunes filles qui ont été victimes de ces genres de situations de grossesse précoce non désirée en milieu scolaire, pour qu'elles puissent être à même de reprendre les cours pour pouvoir garantir leur avenir. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir, Marcel Zoumenon, un phénomène qui désormais fait tache d'huile. Oui, j'allais dire, parce que le thème de l'émission c'est est-ce que c'est de savoir si c'est une plaie ou bien un drame. Moi je crois que c'est une plaie, c'est pas encore un drame, c'est une plaie, mais une vieille plaie. Et vous savez que quand on veut parler de ce phénomène, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est peut-être qu'on a eu la recrudescence ces dernières années-ci à cause de beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des élèves ont des téléphones portables. Moi, j'ai toujours dit, le téléphone portable, c'est un facteur de dépravation, surtout pour des élèves. Je l'ai toujours dit. Et donc... Comment ça, le téléphone portable? Oui, avec ça, les contacts sont faciles. Nous, à notre temps, bon, encore que je ne suis pas de la vieille... de la vieille époque. À notre temps, c'était beaucoup plus les lettres qu'on envoyait. Mais aujourd'hui, tu vois, une fille qui a 12 ans, elle a déjà un téléphone portable, Android, et donc les contacts, ça favorise beaucoup de choses. Et donc, tout ça mis ensemble, le phénomène a pris de l'ampleur. Et le drame, et comme le disait M. Bokodaro tout à l'heure, c'est que ça soit l'école qui est le lieu où on doit aller pour recevoir l'éducation, que le drame c'est que ce soit l'école qui devient aujourd'hui un lieu par excellence de la promotion des grossesses juvéniles et qui aujourd'hui a un impact sérieux sur le développement du pays parce que ça empêche la plupart des jeunes filles de continuer les cursus. Et la plupart aussi, sinon dans une moindre mesure, des jeunes hommes. Et de ça, on ne parle pas beaucoup. Parce que quand on parle de phénomène, on voit beaucoup plus la jeune fille. Moi, je connais un ami, et ça, je vais donner cet exemple, qui en premier a été contraint à abandonner parce qu'il a engrossé une jeune fille. Et contraint à abandonner pour aller faire ce qu'on appelle un métier de job pour pouvoir survivre. Et ça a été la condition posée par la famille de la fille. C'est vrai que les conséquences sur les jeunes hommes ou bien les professeurs ne sont pas aussi criants que les jeunes filles, mais il faut prendre le problème dans sa globalité et voir les conséquences que ça a à la fois sur les jeunes filles et sur les jeunes garçons. Nous ne devons pas focaliser uniquement l'attention sur les jeunes filles parce que même psychologiquement pour un garçon qui a 18 ans et qui est responsable de ça, il est perturbé dans ses études, même si sur le plan physiologique il n'est pas perturbé, psychologiquement il est perturbé. Et ça, on appréciera sans doute au cours de cette émission. Face à l'ampleur du phénomène qui serait entretenu par une impunité qui ne dit pas son nom, l'autorité, elle, a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Désormais, il est question de sanctions disciplinaires. Et pour donner l'alerte, Marcel Zoumenon et Bokodaro, déjà des noms de personnes qui soient reconnues auteurs de grossesse ont été affichés, de même que ceux des élèves en question, suivis des sanctions qui s'imposent. Vous avez suivi cette démarche de l'autorité, quitte à décourager à jamais les enseignants et les élèves qui s'amuseraient à engrossir des jeunes filles dans les établissements. Merci, nous l'avons suivi et nous allons l'apprécier tout à l'heure. C'est une décision qui règle le problème en périphérie. Parce que ça ne tient pas compte de tous les paramètres du phénomène. Lorsqu'une jeune fille tombe enceinte, quels sont les acteurs impliqués? Il y a la jeune fille, il y a l'auteur de la grossesse. L'auteur, ça peut être soit un élève, soit un enseignant, soit une autre personne, un homme marié, un homme célibataire qui n'est peut-être pas dans l'école. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est vrai. Mais l'autorité s'est rendue compte. Oui, hier, il était question de décourager ces messieurs, comme vous dites, qui ne sont pas de l'établissement, qui n'ont rien à voir avec l'école. Mais aujourd'hui,
le phénomène a étendu ses tentacules, comme nous l'avons dit, et il se trouve malheureusement que ce sont ces enseignants appelés à inculquer le savoir qui se font passer maîtres dans l'art, avec des apprenants encore sur le banc qui sont venus pour aller à la conquête du savoir et donc aussi de leur avenir. Le ministère a décidé tout au moins de bannir le phénomène à ce niveau-là. Oui, nous sommes tout à fait d'accord que ça va régler le problème, mais en partie, parce qu'on n'identifie pas toutes les causes. Et c'est là que je veux venir sur les causes du phénomène. Il y a des causes extrinsèques et des causes intrinsèques. Les causes extrinsèques, c'est les causes qui ne concernent pas la jeune fille. C'est l'influence de l'entourage, c'est l'éducation reçue, c'est l'impact de l'environnement, etc. Les parents n'insistent plus sur certaines valeurs dans nos familles. Lorsque la jeune fille, on lui inculque dès le bas âge qu'il y a certaines notions fondamentales à avoir, lorsqu'on lui inculque que ce qu'il y a de plus important, c'est son corps, et que le corps d'une femme a plus de la valeur que de l'or, lorsqu'on insiste sur l'enseignement moral dans nos écoles, ce qui ne se fait plus d'ailleurs depuis un certain temps, et je le regrette énormément, lorsqu'on insiste plus sur ces choses-là, c'est normal qu'on assiste à cette dépravation, parce que la jeune fille est livrée à elle-même. Il y a ces causes-là, il y a ces causes exogènes, il y a la paresse. On ne veut plus faire beaucoup d'efforts, mais on veut obtenir le résultat. Il y a l'influence de l'entourage. Il y a une certaine mode qui voudrait qu'on soit à la mode en étant habillé nu. Donc, c'est comme si on laisse le problème à la racine et qu'on s'occupe de la périphérie. Moi, je pense qu'il faut reprendre le problème au niveau des causes extrinsèques, des causes intrinsèques. Il y a aussi l'hormone, le phénomène de l'adolescence. La jeune fille, après d'un certain âge, il y a un dérèglement hormonal qui fait qu'elle découvre son corps. On assiste de plus en plus à des rondeurs déjà à 12 ans, 11 ans, 13 ans. Et les jeunes filles se mettent en valeur. Les jeunes filles portent des choses provoquant des tenues extravagantes. Les jeunes filles ont tendance à exciter les enseignants. Vous voyez un peu. Donc il y a tout ça. Il faudrait qu'on agisse sur tous les paramètres du phénomène et non plus s'attarder uniquement sur qui a enceinté, pourquoi on a enceinté, non. Qui a enceinté, pourquoi on a enceinté. Déjà là, quel peut être le gain? Le gain de cette mesure? Oui, le gain de cette mesure, c'est déjà de décourager, parce que ça fait honte. Lorsqu'un enseignant voit son nom affiché, publié, et c'est que, attention, tout le monde sait, il est vrai, la grossesse ne se cache pas, hein, comme le dit chez nous, nos Congo, la grossesse ne se cache pas, mais lorsqu'un enseignant voit son nom affiché sur tous les réseaux sociaux, dans toutes les écoles et tout, dans toutes les institutions électorales, et on sait que c'est lui qui a enceinté telle fille, ça fait honte. C'est une mesure intimidatrice. Donc ça peut faire, moi je suis d'accord, mais on ne peut pas s'attarder sur ces seules mesures-là pour espérer que le phénomène soit éradiqué, parce que le mal est plus profond que ça. Et c'est ce que nous allons démontrer. Okay. Oui, Bassel Zoumanou, le ministre Capo Maouyon pense qu'il faut déjà décapiter le mal, tout au moins au niveau du système éducatif. Et l'alternative trouvée, ce sont ces mesures coercitives. Déjà, on a commencé par publier des noms. Ensuite, il y a une sanction disciplinaire qui va suivre. Ça peut aller jusqu'à la radiation au besoin. Oui, je voudrais reprendre les thèmes de mon ami, M. Bokodao. Et moi, je dirais simplement que la mesure qui est prise est une mesure superficielle. Et M. Bokodao a parlé de périphérique, moi je dis superficielle. Et parce que, comme il a dit, effectivement, ça ne règle pas le problème dans sa profondeur. C'est juste une mesure dissuasive qui, comme il a dit, quand vous voyez vos noms publiés ainsi, et ça peut dire, désormais je vais faire beaucoup plus attention pour ceux qui ne sont pas encore auteurs, et donc pour éviter que mon nom soit publié un peu partout, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si la liste que j'ai vue est exhaustive, mais j'ai vu des noms de régions comme Savé, comme Savalou, comme Dassa. Et j'ai compris que, contrairement, sauf si je n'ai pas encore l'exhaustivité de la liste, contrairement à ce qui se dit que la majorité des auteurs ne sont pas des professeurs, mais des élèves. Et ça m'amène à faire d'autres formes de commentaires. Parce que si c'est la majorité des auteurs sont des élèves, ça veut dire que nous devons revoir le problème. Ça veut dire que nous avons une jeunesse qui va au cesse.
très jeunes. Et ça pose toujours le problème de l'éducation posé par M. Boukoda. Parce qu'il y a eu des cas même d'enfants, de mineurs, de filles qui ont 14 ans. Et pas des élèves. Oui, pas des élèves. J'ouvre une parenthèse pour dire que en publiant les noms, il faut que le pouvoir public veille à protéger les mineurs parce que nos tests demandent à ce que les mineurs soient protégés. Mais ceci dit, j'ai dit, cette mesure est très dissuasive parce que tout le monde a un ego et personne ne veut voir son nom publié comme en grosseur. Encore que grossi, c'est quand même, on a de la pudeur par ici. Et donc, moi, je voudrais, au-delà de la publication et des sanctions, qu'on réfléchisse au problème et qu'on voit le problème dans sa profondeur. Parce qu'on a publié des noms d'élèves, de professeurs. Mais si les auteurs n'étaient pas des élèves, si les auteurs ne sont pas des professeurs, et il arrive aussi des cas où la fille n'arrive même pas à identifier. Et il arrive des cas comme ça, vous demandez, il dit, je ne sais pas parce que, bon, en tant que... Ou bien c'est quelqu'un... qu'elle a rencontré une seule fois, deux fois, et la personne a disparu de la circulation. Il y a plein de cas, j'en ai connu. Et donc, nous devons réfléchir, c'est un problème qui est... Ça doit être un sujet d'intérêt national et toutes les couches de la société doivent s'y pencher. Les parents d'élèves, les éducateurs, le gouvernement, les ONG qui interviennent dans le secteur, tout le monde. Moi, je souhaite même qu'il y ait une table ronde nationale sur cette question et qu'on voit s'il faut associer toutes les compétences pour réfléchir et pour trouver des solutions en profondeur parce que la publication de la liste, les sanctions administratives ne sont que, comme je le dis, dissuasives et superficielles. Ça ne règle pas le problème dans son ensemble. Hier, ce qui était déploré, c'est cette expansion à voir les filles un peu trop tôt mères, comme on les appelle, filles mères, parce que justement, laissées à elles-mêmes ou sous le joug familial ou du fait des pesanteurs sociologiques, elles doivent être trop tôt mariées à quelqu'un qui a déjà un foyer et qui est considéré comme celui devant assurer son avenir. L'école était apparue alors comme l'endroit idéal pour l'épanouissement de la jeune fille. Alors, Bokodaro, comment se fait-il qu'aujourd'hui, de plus en plus, cette école n'arrive pas à assurer la sécurité à l'enfant? Hier, ça a été reconnu que les parents ont démissionné et qu'il n'y avait que l'école qui était comme le seul refuge et le refuge le plus sécurisant. Aujourd'hui, que s'est-il passé pour qu'on ait l'impression que les balises ne sont plus en place? Merci. Les parents ont toujours démissionné. La démission des parents est toujours patente et nous allons l'expliquer. Mais d'abord, je reviens sur cette décision de publier des noms. Je n'ai pas voulu faire les commentaires juridiques. Parce que si on doit rentrer dans des détails juridiques, quelle preuve on a que c'est vraiment ces noms publiés qui sont l'auteur des grossesses? Est-ce qu'il y a des tests ADN? C'est des choses qu'on peut critiquer. Sans ces tests, on ne peut pas affirmer que tel X ou Y est l'auteur de telle grossesse. Il y a des personnes qui sont peut-être présumées auteurs. Et pourquoi publier leurs noms? Donc cela nous conforte dans notre position que c'est une décision de périphérie, de surface, qui va peut-être intimider un peu dans certains villages. Mais pour les enseignants civilisés, pour ceux qui connaissent la loi, ils peuvent attaquer cette décision et demander à l'autorité de fournir la preuve qu'ils sont vraiment l'auteur de cette grossesse. Mais cela ne discute pas les enseignants parce qu'il y a certains qui sont bons, mais d'autres font du désordre. Je vais donner un exemple. Parce que nous faisons beaucoup d'écoutes dans l'ONG, il y a une jeune qui s'est confiée à nous, qui a dit qu'un jour, un de ses enseignants l'a invité, après les cours, elle était en uniforme, tu m'accompagnes quelque part, il la met dans son véhicule et directement dans une chambre de passage. Sans discussion. Sans discussion, il est vrai, il lui faisait des avances, il n'avait pas accepté autre mesure, mais le jour-là, elle a accepté le rendez-vous et directement, chambre de passage. Qu'elle a laissé faire? Ils sont rentrés, ils se sont assis, elle a regardé en face, elle lui a dit, monsieur, vous n'avez pas honte. Vous ne respectez même pas mon kaki. Vous imaginez? Vous ne respectez même pas mon kaki. La fille lui a dit ça. La fille lui a dit ça en face. Et quelle a été la réaction? Qu'il était tellement gêné, tellement complexé que il l'a battu en brèche. Et ils n'ont plus rien fait, ils se sont retournés. Selon les dires de la fille, je n'étais pas présent. Cela dénote un peu de la perversité de certains enseignants qui sont en principe des éducateurs. J'ai parlé tout à l'heure de certains facteurs intrinsèques qui font que la jeune fille trouve son organisme modifié, qui font que l'adolescence fait surface et qui font que la jeune fille ne contrôle pas ses pulsions. Mais c'est l'enseignant qui est l'éveilleur de conscience. C'est l'enseignant qui est l'éducateur. C'est à lui de se mettre à la place de papa
et de temporiser les ardeurs de la fille. Cela me rappelle l'histoire d'un enseignant que vous connaissez très bien, un grand littéraire de ce pays, enseignant d'un grand collège dont je tais le nom. Et ça, c'est aussi une amie qui m'a dit, elle m'a dit qu'elle lui a fait la cour. C'est elle qui a fait la cour à l'enseignant, un grand professeur de français. L'enseignant l'a regardé en face et lui a dit, ma fille, je suis désolé, tu es très belle, mais j'ai une épouse. Je ne t'aime pas, je ne peux pas faire ça. Il faut que ces valeurs-là soient prônées dans le rang des enseignants. Et c'est la fille qui a apporté après le témoignage. C'est elle-même qui me l'a dit. Elle m'a dit vraiment, je l'aime. J'étais tellement fou de lui. Est-ce qu'on appelle ça de l'amour ou bien un coup de foudre, je ne sais pas. Mais elle était tellement folle, elle était folle de ce monsieur. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Et le monsieur lui a dit gentiment, ma chérie, je suis désolé. Donc c'est ce que vous voudrez bien attendre des enseignants. C'est ça, il faut qu'on enseigne. Au fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école de la morale. Il faut qu'on enseigne la morale aux enseignants. Mais Marcel Zoumanou, oui, la question se pose aujourd'hui. Ce qui fait beaucoup de bruit au niveau du corps enseignant, c'est la question d'évaluation de leur niveau. Alors, faut-il aujourd'hui aller vers vraiment le parcours des enseignants avant de les admettre dans le corps? Est-ce qu'il y a un problème qui se pose au niveau de choix qui se fait de la sélection elle-même? Faut-il revoir, c'est la question que certains se posent, la façon d'entrer dans ce corps désormais? Tout à fait. C'est pas si c'est ici que j'ai fait un débat où j'ai dit que et quand il y a deux corps sensibles sur lesquels, pour recruter, l'État béninois ne fait pas assez attention au côté moral de la personne, les corps de l'armée et les corps de l'éducation. Ces deux corps-là? Oui, ces deux corps, moi je crois que c'est très important pour un État de faire, même si c'est une petite enquête sur de moralité sur les personnes qui entrent dans ces deux corps. Parce que, effectivement, et le modèle que l'enfant qui commence l'école, un enfant qui a 5 ans, 6 ans, le premier modèle en dehors de ses parents, c'est ces éducateurs. Et il se voit à travers les comportements de ces éducateurs. Si ceux-là eux-mêmes n'ont pas eu l'éducation et sur le plan moral, l'éducation sur le plan civique nécessaire pour inculquer aux enfants, c'est ça qui explique tout ça. Parce que la plupart aujourd'hui, regardez un peu dans les curricula de formation, pour être professeur aujourd'hui, peut-être vous avez votre licence, votre maîtrise, et vous allez dans les écoles normales pour faire du CAPES ou bien des BAPES. Mais il n'y a pas dans ces curricula de formation des trucs sur la morale, sur l'éducation sexuelle, sur... donc, ça pose un problème. Et nous avons des enseignants qui, effectivement, se disent qu'ils ont droit de vie, droit d'influence sur les élèves filles. Et comme aujourd'hui, malheureusement, nous avons la plupart du temps des enseignants qui sortent très jeunes. On en a qui ont 25 ans, moins de 30 ans. Et donc, ils sont jeunes, et les filles sont jeunes. Et vous les entendez même dire que bon, c'est une compensation quand vous êtes professeur. Il y a des enseignants qui le disent que c'est une compensation, c'est un peu comme un bonus comme quand vous êtes enseignant. Vide de l'hôtel. Voilà, c'est les à côté du métier, donc il faut en profiter. Et donc, si ça peut se dire, cela signifie que le problème est plus profond. Tout à fait, c'est pourquoi je dis qu'il y a l'éducation des éducateurs. Il faut penser à ça. Il ne faut pas croire que les éducateurs sont assez éduqués pour éduquer. Il faut les éduquer eux aussi et pour nous permettre d'éviter ces problèmes. Aujourd'hui, le mal, effectivement, est profond. Si l'enseignant perd à être le modèle d'hier, il se trouve que des élèves eux-mêmes, c'est vite arrivé, le loup est dans la bergerie, emboîtent carrément le pas à ces enseignants. Tous ne sont pas pareils. Comment faire alors pour récupérer encore la fine fleur qui trop tôt, qui est en train de faire plutôt ses âmes et qui déjà trouve beaucoup de plaisir dans le CS à pouvoir se retrouver? Merci. Je vais davantage vous choquer parce que ce n'est pas seulement dans les collèges, déjà dès le primaire. Au CM2. Déjà au primaire? Au primaire, au CM2. Et nous avons des exemples patents. Nous avons du vécu au primaire. Parce que généralement, je l'ai dit, de jour en jour, on assiste à une modification des règles physiologiques et tout, qui fait que la jeune fille est précocement puberte. Déjà 10 ans, 11 ans, au CM2, il y a déjà les signes extérieurs d'une puberté précoce. Et les enseignants du primaire aussi se prêtent au jeu.
J'en connais au CME et au CM2 qui se sont fait engrosser par leur maître. Les cas sont légion. J'en connais que le directeur d'école a été obligé de renvoyer. Et à qui il a fait injonction d'épouser la fille. Ce n'était pas une méthode, une mesure peut-être orthodoxe, c'était une mesure peut-être trop radicale parce qu'on venait ainsi sacrifier la vie de la fille. Les parents aussi voulaient que la fille épouse un maître. Vous voyez? Ah oui. Donc le mal, c'est plus profond. J'en ai connu qui a accouché à 14 ans. Il y en a qui ont accouché à 13 ans. Et tout ça, c'est la faute à qui? C'est la faute d'abord à l'enseignant. Et comme M. Zounou l'a dit, il faut former les formateurs. Une formation morale, une formation religieuse, une formation civique. Il faut que l'enseignant sache que ce n'est pas tout qu'on touche. Il y a des choses qui sont sacrées. Il faut qu'il se mette à la place des filles. C'est vrai qu'il y a certaines filles qui excitent. Elles-mêmes le disent, hein, elles ne le cachent pas. Il y a des filles qui nous disent délibérément, moi-même, je séduis mon enseignant. Mais même en cas de séduction, si on doit céder à toutes les séductions, là on devient pervers, on devient obsédé. Où est alors la valeur qu'incarne un homme, un vrai homme, la valeur où? Donc c'est très important. Il y a un cas aussi qui nous a beaucoup impressionné, nous allons donner beaucoup d'exemples parce que nous sommes dedans, nous sommes au sein de la communauté des jeunes filles. Son professeur d'SVT, qui lui a fait des avances, elle n'était pas d'accord au début. La pression était tellement forte, on lui mettait tellement de pression au cou. C'était un cours privé. Je ne sais pas si les statuts du ministère tiennent compte aussi bien du privé que du public. C'est le phénomène aussi bien dans le privé que dans le public. Peut-être que parfois dans le privé, c'est même plus intense parce qu'on assiste à beaucoup de choses. Donc, la pression était tellement forte que la fille a cédé. Elle est devenue son objet sexuel. Je pèse mes mots. Le monsieur, il est marié, père de 4 enfants. Et la fille n'aura cette information qu'après une grossesse. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Dans leur débat amoureux, elle est tombée enceinte. Et lui dit, je ne peux pas avoir cette grossesse. Tu dois avorter parce que j'ai une famille, j'ai 4 enfants. Ça se passe ici, à Cotonou, à Calavi. Je ne vais pas donner les détails. Vous voyez un peu? Donc, et il oblige la fille là, à aller faire un avortement. C'est à cela que vous avez été informé, c'est cela? Ah oui. Elle oblige la fille à aller faire un avortement. Ce cas? On ne va pas entrer trop dans les secrets professionnels, mais sachez qu'il y a eu des conséquences après cet acte. Et c'est ces conséquences que nous avons essayé de gérer d'une manière ou d'une autre et faire de la psychothérapie et faire ensuite, on a essayé de dénoncer à notre manière pour que le phénomène ne se répète pas en alertant les autorités de cet établissement et en disant à la fille avait tellement peur du monsieur. Elle dit, je ne peux pas dire non, il va me donner 0 au cours. Une fille de terminale. Il va me donner 0 en interrogation. Moi, je veux mon bac. Quand je lui donne le CS, il m'encadre bien. Vous imaginez? Non, le monsieur assurait en même temps son encadrement dans la matière. Bon, des fois, il lui fait des TDA à la maison, mais après des séances de CES. Après des séances de CES. Et les parents ne le savent pas. Comment les parents vont savoir? Les parents sont informés de quoi? Et ça pose encore le problème des étiologies. Comment les parents vont savoir? Si les parents sont démissionnaires, s'il y a une certaine assertion qui veut considérer le sexe comme un tabou, il y a une certaine pudeur à peine voilée qui ne dit pas son nom, qui veut qu'on ne parle pas du sexe avec l'enfant. L'enfant, dès 13 ans, connaît déjà le sexe. L'enfant est informé du sexe. L'enfant a besoin d'informations. La meilleure personne pour apporter la vraie information à l'enfant, c'est ses parents. Si les parents en font un mythe, si les parents en font un tabou, il suffit qu'ils soient en train d'embrasser Y à la télé, on court, on va éteindre la télé. Mais l'enfant, à la recherche de l'information, est obligé de se porter vers l'extérieur. L'enfant a son corps qui réclame des choses. L'enfant ne comprend pas, c'est des phénomènes hormonaux. L'enfant est obligé d'aller à la quête de l'information, souvent de la fausse information, de l'influence de l'entourage. Il y a une jeune fille qui nous a dit, si moi j'ai découvert le sexe à 17 ans, c'est à cause de mes voisines. Parce que chaque fois qu'elles viennent au cours, elles font que raconter comment ça s'est passé à la maison avec leur chéri. Nous, on était tout petits, on ne connaissait rien. Mais elle le disait sur des années, ce qui m'a obligé à me donner. Vous voyez un peu? Donc le mal est plus profond. À ce stade, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je sais que, de par le passé, vous avez produit un certain nombre d'articles sur le sujet. Aujourd'hui, le mal, en dépit de tout, a pris vraiment de l'ampleur, a inquiété. Et quand on suit vos développements, à croire que tout, ou presque, est à refaire. Et on commence par quel bout, finalement? Moi, je crois qu'il faut d'abord commencer par la famille.
La famille. C'est le premier noyau dans lequel l'éducation sexuelle de l'enfant doit commencer. Malheureusement, comme l'a dit M. Bokodaho, aujourd'hui, la famille a démissionné. Les parents aujourd'hui courent beaucoup plus derrière l'argent, la subsistance. Ils courent parce que aujourd'hui l'éducation des enfants coûte plus cher. Aujourd'hui, il faut que les parents courent pour trouver l'argent. Et quand ils finissent de régler ce problème, ils pensent qu'ils ont tout fait. Moi, je crois que c'est faux. Il faut expliquer aux parents, et je crois qu'il doit y avoir de plus en plus de cercles ou bien de forats où on doit inviter des parents pour les informer eux aussi que la responsabilité... Vous dites qu'ils courent à quête d'argent, où il n'y a pas de temps, on gère ça comment? Certains parents disent, oui, on commence le matin, on finit tard le soir, on a à peine même le temps d'écouter l'enfant, si ce n'est le répétiteur qui vient faire le boulot. Et le répétiteur se trouve être encore cet enseignant dont on parle. On fait comment, finalement? Et c'est ça que je dis. Je dis que c'est un choix, c'est une responsabilité à prendre. Et les parents doivent savoir qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'ils donnent les moyens pour payer les scolarités, pour nourrir, pour habiller les enfants, qu'ils doivent avoir plus de temps à passer avec les enfants pour leur parler. Ça manque aujourd'hui. Quand vous voyez les foyers modernes, vous voyez le papa qui sort à 8 heures, il va au bureau, peut-être parce qu'il est à Calavi, il attend le gosselot pour ne pas entrer dans le bureau. Il traîne à Cotonou, il rentre à 22 heures, peut-être l'enfant est déjà couché, et le lendemain, et c'est seulement le week-end. Le week-end, souvent, il va faire les agors et choses. Et c'est le dimanche, peut-être, soir, qu'il voit l'enfant. Et ça pose un problème. Le temps que les parents passent avec les enfants aujourd'hui devient de plus en plus faible. Et ça a un impact sur l'éducation des enfants. Ils ne connaissent plus les enfants. Parce que quelqu'un avec lequel tu passes sur 7 jours, demi-journée, tu ne connais plus cette personne. Et donc, les mamans ont encore un peu plus de chances que les papas qui eux, courent tout le temps. Et donc, je dis qu'il faut d'abord travailler pour que les parents sachent que c'est une responsabilité pour eux de passer plus de temps à parler à leurs enfants. Ça, c'est le premier niveau de responsabilité. Le deuxième niveau, c'est que notre État, pendant des années, a cru que les problèmes d'éducation sexuelle, des problèmes d'éducation civique des enfants ne lui incombent pas, alors que c'est faux, parce qu'au-delà des enfants qui sont des élèves qui sont des enfants à leurs parents, les enfants sont des citoyens pour un pays. Et la notion de citoyenneté amène l'État à s'occuper d'une partie de cette responsabilité, à chercher à éduquer sur le plan civique, sur le plan moral, sur le plan sexuel des enfants. Parce que si on a peut-être une fille qui est très brillante, qui est peut-être destinée à une carrière brillante, et qui, à cause de ça, arrive à abandonner, c'est une perte pour notre société, c'est une perte pour la nation. Donc je dis, le premier niveau de responsabilité, c'est les parents. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est l'État, qui doit mettre une politique en place pour que les enseignants eux-mêmes soient éduqués, pour transmettre cette éducation. Et au-delà de ça, on peut même penser, comme ça existe dans certains pays, penser à des cours extrascolaires où on peut intégrer des élèves d'un certain âge pour les éduquer sur ces problèmes et pour qu'ils ne tombent pas dans les erreurs qui amènent à ce phénomène, à ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut agir, sur ce levier qu'il faut agir pour corriger. Oui, vous connaissez des leviers indispensables à revoir pour espérer inverser la tendance. Justement, tout en félicitant. Donc, c'est encore possible? Si, c'est possible. Ça doit être possible. Si ce n'est pas possible, c'est que c'est dangereux. Si ce n'est pas possible, c'est que c'est un vrai drame et qu'on a démissionné tous, ce qui ne peut pas être le cas. Il faut des personnes qui sont à l'avant-garde. Il faut des sentinelles. Et c'est le rôle que nous jouons sur ce plateau. Donc, il faut que ce soit possible. Il faut qu'on trouve toutes les alternatives pour rendre les solutions possibles. Et nous le ferons. Vous voyez, les parents, il faut qu'on les sensibilise. Parce que... Encore les parents. Il faut qu'on sensibilise les parents. Il faut que les parents sachent que l'enfant a besoin de l'information. Parce que la personne qui souffre le plus dans cette affaire, c'est la jeune fille. On dit souvent qu'il faut être femme avant d'être mère. C'est-à-dire, il faut une certaine maturité avant de commencer par porter le fardeau du foyer, l'éducation des enfants. Moi, je n'ai pas encore reçu une éducation. Je ne suis pas encore bien éduqué. Comment je peux éduquer un enfant? Vous voyez les conséquences plus tard sur la nation, sur l'humanité entière. Vous voyez les générations qu'on est en train de former pour demain. Il faut qu'on insiste. Donc, de ne pas se retrouver dans un drame social. Mais c'est ça, justement. Et c'est ça qui fait peur. On est déjà dans le drame.
On est dans les drames. Parce que quand vous écoutez les jeunes filles aujourd'hui, qui déjà, dès 14 ans, 13 ans, font l'apologie du sexe. Ces jeunes filles qui ne sont pas gênées de passer tout leur temps sur les réseaux sociaux, et ça pose le problème de portable que M. Zounou a posé à l'entente de l'émission. Après, aller peut-être séduire un enseignant, parce qu'on aurait perdu tout le temps à ne pas étudier. On va séduire l'enseignant qui lui-même, parce qu'il est pervers, se laisse au jeu et donne des notes sexuellement transmises. Et bonjour les dégâts. Ces jeunes filles, certaines tombent enceintes et là vous ne voyez que la grossesse, mais au-delà de la grossesse. Et c'est ça que je vais attirer votre attention. Les IST. Et celles qui avortent. Parce qu'on parle que des grossesses. Il faut sanctionner parce qu'on a vu celles qui ont eu le courage de garder la grossesse. C'est là que l'ONG FET intervient. Parce que même si on les réprime, elles ont quand même eu le courage de garder la grossesse. Vous savez combien? Il y a une fille qui m'a avoué qu'elle a avorté 11 fois. 11. Voilà des choses qu'elle n'avait que, à l'époque, elle n'avait que 21 ans. Au moment où vous disiez avoir avorté 11 fois, elle n'avait que 21 ans. Mais elle nous a avoué, lors d'une écoute, qu'elle a avorté 11 fois et qu'elle a peur elle-même aujourd'hui. Est-ce que Dieu va encore lui donner enfant demain? Et c'est une élève. C'est une élève. Et ça, les parents n'ont jamais su. Et dans ces 11 fois-là, dites-vous combien de fois l'auteur des grossesses était un des enseignants. Les parents vont savoir quoi si les parents ne veulent pas écouter l'enfant. Les parents vont savoir quoi si les parents prennent le sexe comme un tabou. Si les parents entourent le sexe de tout un mythe. Je pense que, comme M. Zounou l'a dit, il faut que l'éducation sexuelle soit insérée dans nos programmes scolaires. C'est important. Il faut qu'on dise aux jeunes qu'est-ce que le sexe. Lorsqu'on s'y met précocement, quelles sont les conséquences? Il faut qu'on les explique. Il faut qu'il y ait une cellule d'écoute. Les adolescentes souffrent. Elles ont besoin de quelqu'un pour les écouter. Elles ont besoin d'une alternative. Donc j'ai parlé des grossesses. Vous parlez des grossesses que vous voyez, mais celles que vous ne voyez pas. Beaucoup avortent, et généralement dans des conditions que je n'ose pas décrire parce que c'est un phénomène interdit. Ils le font de façon clandestine, mettant ainsi leur vie en danger. Et bonjour les dégâts plus tard. Il y a beaucoup qui, parce qu'elles se livrent précocement au sexe, ont ce que nous appelons une dépendance au sexe. Parce que si le sexe est un médicament, ça a une notice, un mode d'emploi qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre à l'enfant. Donc soit elles deviennent dépendantes du sexe, le sexe se substitue au cours, on est tout le temps occupé par le sexe et non plus aller étudier. On se dit parfois, non, c'est pas un problème, quoi étudier. Il suffit que je lui donne un peu le sexe et c'est fini, le problème va passer. Le problème aussi dans le supérieur, mais ça je ne vais pas y parler parce que là c'est bien assis, je ne vais pas en parler. C'est un autre monde, hein. Je ne vais pas en parler. Donc au niveau de différents échelons, il y a ça, le problème se pose. Au supérieur, c'est encore plus dramatique. Là. Une étudiante m'a dit, c'est parce que je veux qu'il m'aide à faire mon mémoire. Je lui donne le sexe, il m'aide à faire le travail. Si je finis, je vais arrêter. On m'a dit dans ce pays, si j'ai eu sa soutenance, elle peut arrêter. Elle va arrêter et réaliser que celle qui me parlait en ces thèmes est mariée. Ah oui, elle vit maritalement, elle vit sous le toit d'un homme. Mais le nombre d'enseignants auxquels elle s'est donnée pour pouvoir avancer à l'école, on ne peut pas compter, c'est pas 5, c'est pas 6. Et vous voulez dire que le mari ne soupçonne même pas? Le mari saura quoi? Quand on lui dit je vais à un enterrement, il y a une de mes camarades qui a perdu sa fille, je vais à un enterrement. Et on va faire une semaine dans les bras d'un professeur. Le mari saura comment? Il a confiance en sa femme. Et celle dont je parle, il y en a beaucoup, mais celle qui a retenu mon attention, c'est même grâce à son sexe qu'elle a pu obtenir une bourse. Non. Elle est passée en année supérieure, je dis et j'appuie et j'affirme. Je suis tenu aux réserves, donc je ne vais pas appeler des noms. Non, merci. Elle est passée en année supérieure, boursière, pour avoir donné le sexe. Le circuit est là. C'est même là, enraciné au campus, c'est là. Je ne vais pas dire quel campus, mais c'est au Bénin. Monsieur Zoumanou, franchement, vous pensez qu'il y a vraiment une issue à ce problème si on ne le repense pas autrement que pas ce que vous venez de citer là? Même l'État serait-il en mesure d'en venir à bout? Si c'est si ancré, on dit quelqu'un a pu obtenir une bourse, futur cadre de ce pays.
respectable, je ne sais pas, ministre demain. Mais ceci grâce au CES. Bon, hier, j'en ai entendu parler, je me suis toujours dit que là, c'est de la fabulation, mais c'est effectivement leur travail. Qu'ils nous fassent cet aveu, j'ai, moi, personnellement, des craintes pour l'avenir. Oui, il y a lieu d'avoir des craintes, mais moi je voudrais vous rassurer. Kalmas a dit que l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut régler. Et donc, si ce problème se pose à nous, c'est que nous pouvons régler. Nous pouvons régler en faisant, et nous voulons te donner ici, en donnant des propositions de choses qu'on peut faire pour régler. En dehors de ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire en plus. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce qu'une fille qui a 12 ans, 13 ans, peut avoir un téléphone portable? Elle en aura besoin pour faire quoi? Un téléphone Android, elle en aura besoin pour faire quoi? Moi, je me dis, même si elle devait avoir un téléphone, parce que bon, les parents supposent qu'on a besoin de ça, est-ce qu'elle a besoin pour le moment d'avoir un téléphone Android? C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, une fille qui a peut-être 18 ans, 17 ans, parce qu'on voit des filles qui ont à 16 ans, ont le bac, et bon, parce qu'elle est devenue étudiante, elle est obligée de quitter ses parents pour aller être dans une autre ville. Mais quand c'est dans ces cas-là, qu'est-ce que les parents font pour l'accompagner? Est-ce qu'on la laisse là-bas, vivre seule? On ne cherche à pas savoir comment elle vit? Parce qu'on constate qu'il y a une dépravation qui naît spontanément. Quand les filles ont le bac parce qu'elles sont plus libres. Les parents, elles sont plus souvent dans les maisons, elles sont obligées de se déplacer, peut-être pour aller dans une autre ville. Bon, aujourd'hui, il y a des universités un peu partout, mais à un certain moment, il fallait venir forcément à Cotonou, dans les périphéries. Et la fille est obligée de quitter et elle a plus de liberté. Mais comment on peut contrôler cette liberté? On peut réfléchir à ça, à tous ces problèmes. Et moi, je crois que si on s'assoit et si toutes les parties, si toutes les réflexions sont versées dans la marmite, on peut trouver réellement des solutions à ce problème-là qui est un vrai fléau, qui inhibe le développement de notre pays. Désormais, le problème se pose-t-il sous l'angle d'une question d'intérêt national qu'il faut aborder comme tel? Oui, c'est une question d'intérêt national. Et comme M. Zoumenou l'a proposé, il faut une assise. Il faut des têtes pensantes. Il faut des enseignants de tous les échelons, du primaire, du secondaire, du supérieur. Il faut l'association des parents d'élèves. Il faut des psychologues. Il faut des sociologues. Il faut des éveilleurs de conscience. Il faut des représentants de ces enfants-là pour qu'on parle, pour qu'on discute et qu'on trouve des solutions. Nous voulons proposer 3 solutions. Allez-y rapidement parce que l'émission tire à sa fin. Ok. D'abord, je disais tout à l'heure que, à part la grossesse, il y a les IST, parce que les jeunes filles peuvent attraper l'hépatite B, peuvent attraper d'autres maladies sexuellement transmissibles. Le rapport sexuel précoce est un facteur de risque du cancer du col de l'utérus, etc. Et il faut qu'on apporte ces informations aux filles. Donc, la solution, c'est d'abord éduquer la fille. Insister sur l'éducation morale. Il faut que ça revienne. Nous, quand on était au primaire, on nous enseignait la morale, mais c'est passé où? Il faut que ça revienne. Il faut même qu'on aille au-delà du primaire, qu'on l'enseigne au secondaire, qu'on l'enseigne au supérieur. Il faut que de temps en temps, on recycle nos enseignants. Et l'autre préoccupation? Il faut qu'on éduque les enseignants, qu'on les recycle, qu'on leur enseigne les valeurs d'un bon enseignant. Il faut qu'on leur enseigne ça. Parce qu'il y a des enseignants qui se détachent du lot et qui font du sérieux. Ça, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on leur rende hommage. Tous ne sont pas pareils. Il faut aussi qu'on sensibilise les parents. Donc, d'abord, agir sur la jeune fille, agir sur les enseignants, agir sur les parents. Agir aussi sur le jeune garçon, parce que la jeune fille n'est pas enceinte sans le jeune garçon. Maintenant, pour aller un peu dans le sens du gouvernement, c'est bien, l'idée de sanctionner, c'est bien, on est d'accord et tout. Mais au-delà de la volonté d'humilier, il faut qu'on pense aussi à cette fille-là, qui a eu le courage de garder sa grossesse, qui a bravé les injures, qui a bravé les regards, qui a bravé les intimidations, qui malgré tout ce qu'elle... qui a mis son avenir en péril pour pouvoir porter cette vie pendant 9 mois. Il faut qu'on soit regardant envers ces jeunes filles, qu'on trouve des portes de sortie, qu'on trouve des issues pour les dire à pouvoir revenir sur le chemin normal. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Merci. Mais persévérer, c'est ça qui est diabolique. Oui, Marcel, ça va être votre mot de la fin.
Non, je voudrais, je vais me répéter, je voudrais inviter d'abord les élèves eux-mêmes, parce que après tout, c'est eux qui ont une carrière, c'est eux qui ont envie de devenir quelque chose demain. Quand tu vois un enfant qui a déjà 8 ans, je veux devenir quelque chose, il faut les travailler, il faut qu'eux-mêmes soient conscients qu'il faut qu'ils évitent un certain nombre de choses, et ça, c'est l'éducation qu'ils vont recevoir qui va les permettre d'éviter un certain nombre de choses, et en plus, inviter les parents à plus de regard, d'attention, et inviter le gouvernement à bien s'occuper de l'éducation des enfants. Merci à vous, Marcel Zoumeno. Merci à vous. Maoutonji Bokodaro. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir, un moment inoubliable, on peut le dire. J'imagine que vous avez beaucoup tiré aussi de cet instant de débat, mais très technique. 100% Bénin, c'est ainsi terminé pour le numéro du jour. Je vais vous fausser compagnie sur cette citation que j'emprunte aujourd'hui à Marcel Zoumeno, où il a dit qu'Almas, l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Les solutions, nous les avons tant qu'il y a de la volonté. Nous espérons donc que cette émission aura servi à quelque chose. Demain, c'est un autre jour. On se donne rendez-vous pour un autre plateau. Ce sera toujours avec la même disponibilité, le même train. Merci pour l'attention. À demain.